Thomas Tilly, vous êtes un musicien dont le microphone et le haut-parleur sont les principaux instruments de création. Centré sur l'étude de l'environnement sonore et votre confrontation avec l'espace dans lequel il existe, votre travail emprunte autant à la recherche musicale expérimentale que scientifique. Dans votre démarche, l'écoute reste centrale au détriment de toute forme de représentation. Toujours connecté à l'idée d'un autre possible musical, vos pièces sonores, diffusion ou installation sont les fruits d'études où la recherche tente de supplanter l'esthétique. Votre travail a été présenté dans plus d'une quinzaine de pays, dans de nombreux festivals internationaux dédiés aux musiques expérimentales et improvisées. Enfin, vous vous occupez depuis 2001 du label Fissure et vous participez ponctuellement à la rédaction d'articles sur la phonographie, sa théorie et sa pratique. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci de suivre jusqu'à la fin cette dense journée de présentation. Donc, pour apporter quelques compléments à ce qui vient d'être dit, je pratique un travail pour lequel l'écoute est centrale et la pratique du microphone est centrale, en me délestant au maximum de toute représentation visuelle. L'écoute est pour moi quelque chose central, de central dans nos rapports au monde et un moyen probablement de glisser vers d'autres rapports au monde et certainement d'autres modes ontologiques, pour paraphraser un petit peu ce qui se dit dans l'anthropologie sociale qui m'influence beaucoup. Parler d'écoute, c'est tout d'abord parler de son. Et quand on parle de son, on part déjà sur une notion qui est complètement anthropocentrée, c'est-à-dire qu'on parle d'un vague ensemble de phénomènes fréquentiels situés entre 20 et 20 000 Hertz, mais ce qui ne vaut à peu près que pour nous les humains, puisqu'on sait que nombre d'animaux, de plantes perçoivent le son sur des bandes de fréquences beaucoup plus larges que ça. Il y a aussi toute la question vibratoire qui rentre en compte, puisqu'on ne perçoit pas le son qu'avec les oreilles, mais aussi à travers notre squelette, à travers notre corps. Cette manière que j'ai d'aborder l'écoute, elle traverse les terrains, tout un tas de terrains qui m'emmènent à m'intéresser aux architectures médiévales et à l'acoustique des églises ou des cathédrales, jusqu'à me promener dans diverses forêts tropicales, aller discuter avec des communautés Punans et Dayak du nord-est de Bornéo pour les interroger sur leur rapport à l'écoute et leur utilisation du son. Donc le terrain est quelque chose de très central pour moi. C'est environ 75% du travail. Je relègue 25 petits pourcents au laboratoire. Et je me tiens le plus éloigné possible des thanatophiles laboratoire du BioArt, par exemple, dont nous avons eu quelques évocations en début de journée. J'espère que les évocations de ces œuvres auront au moins eu le mérite de faire popper quelques questions d'éthique et de limites dans vos cerveaux. Je ne doute pas du contraire, parce que je pense que ces questions d'éthique et de limites sont extrêmement importantes pour nous, les artistes, en 2021, surtout lorsque l'on parle de vivant, et que nombre de laboratoires sont bien sûr tout à fait intéressés pour enfoncer quelques portes avec notre potentielle aide. Donc voilà, toutes ces questions sont très importantes pour moi. La manière dont je peux aborder ces forêts tropicales, ces rapports avec ce qu'on appelle les non-humains. Tout à fait intéressant, ce terme de non-humain d'ailleurs, puisque Lordon, effectivement, le papier de Lordon a été évoqué tout à l'heure. On peut tout à fait valider le fait que Lordon ait tapé un peu fort sur quelques grandes têtes pensantes des sciences sociales aujourd'hui. Mais toutes les questions soulevées posent à mon sens, et notamment ce rapport, encore une fois, que nous avons, nous, artistes au capitalisme, sont tout à fait légitimes. Voilà. En petite introduction. J'ai été invité aujourd'hui pour vous parler de Codex Amphibia. Codex Amphibia, c'est un des projets sur lesquels je travaille. Donc là, on touche un petit peu à la fin du processus. Quand je dis qu'on touche, c'est que c'est un projet que je mène en collaboration avec Antoine Fouquet. Antoine Fouquet est chercheur chargé de recherche au CNRS et herpétologue. Donc je crois qu'il y a des biologistes dans la salle, mais j'ai quand même rappelé ce qu'est un herpétologue. C'est quelqu'un qui s'occupe de grenouilles, de serpents, d'amphisbènes et de lézards. Et Antoine est spécialisé dans la phylogénie des populations de grenouilles, notamment au sein du bassin amazonien, de toute la zone amazonienne.
comment les populations se sont isolées, ont muté entre elles, comment elles se sont réparties en fonction des barrières géographiques et de tout un tas de choses absolument fascinantes. Évidemment, Antoine utilise beaucoup la génétique pour travailler, hein, ce qui est le fer de lance aujourd'hui de la recherche de la biologie. Voilà ce sur quoi on travaille. C'est un rassemblement géant de grenouilles. On appelle ça les explosive breeding. Donc c'est un phénomène qui n'a pas uniquement lieu dans les forêts amazoniennes. On peut trouver ce type de phénomène en Europe, par exemple, mais qui prend une proportion beaucoup plus mesurée. Il s'agit en fait de reproduction gigantesque d'amphibiens. Alors je dois expliquer aussi que tout ce qu'on fait autour de ces projets, c'est-à-dire qu'on a commencé en 2016 et on a travaillé là-dessus au fil de plusieurs terrains. Tout ce qu'on fait au fil de ces projets est présenté sous forme de concerts et de conférences. Avec Antoine, d'habitude, sauf quelques cas particuliers comme celui-là, où je me charge d'expliquer et de débattre un peu du projet, pourquoi pas. On a commencé donc en 2016, au fil de plusieurs terrains, plusieurs rencontres avec des chercheurs en Guyane, puisque je travaille là-bas depuis 2013, quasiment tous les ans. J'ai eu la chance d'être accueilli en tant qu'artiste résident sur les stations de recherche du CNRS au Nourag, qui sont en fait des camps en cœur de forêt primaire, qui permettent à des équipes internationales de chercheurs en écologie tropicale de venir travailler. Au fil des rencontres et des discussions avec les chercheurs rencontrés en Guyane, on s'est dit qu'on pouvait peut-être joindre les forces pour essayer de détourer quelques problématiques qu'ils avaient. Et cette problématique des explosive breeding, les explosive breeding étaient une problématique pour Antoine, à savoir comment ces animaux se rassemblent de manière extrêmement synchrone en forêt durant uniquement 24 à 48 heures. C'est une stratégie de reproduction. Ces animaux se reproduisent uniquement dans des mares temporaires qui vont se former en début de saison des pluies. Et ces grandes bacchanales ne vont durer que 24 à 48 heures. On peut donc imaginer que si la saison des pluies est en retard et que les pontes sèchent, par exemple, la reproduction de ces animaux est perdue pour l'année, quasiment perdue. Donc c'est un enjeu extrêmement fort. Alors je vais devoir faire un petit peu d'histoire naturelle pour arriver au projet en lui-même, et je me suis permis d'aspirer un petit peu des données de mon collègue chercheur pour vous parler de ça. Voilà une des espèces de grenouilles qu'on trouve dans ces rassemblements, le Ceratophrys cornuta, un des animaux les plus spectaculaires qu'on peut croiser dans les explosive breeding. Donc voilà. Alors j'espère que personne n'est étudiant en art graphique, parce que voilà, bref. Voilà ce qu'on nous a appris à l'école. La reproduction d'une grenouille, un amplexus, donc un accouplement, des œufs et puis un stade larvaire qui se termine par l'arrivée d'une petite grenouille. Mais ce qui est assez singulier chez ces animaux, c'est que les grenouilles sont probablement dans les espèces qui ont le plus grand mode de reproduction. Donc je vais juste en passer quelques-unes rapidement sans rentrer dans les détails. On a des grenouilles qui pondent des nids d'écume afin de placer leurs œufs à l'intérieur. On en reparlera, puisqu'elles sont assez importantes dans le phénomène des explosifs. Pas précisément cette espèce-là, mais une autre. Certaines espèces vont coller des sacs d'œufs sur des feuilles, qui vont éclore comme ça tranquillement. Mais certaines espèces opèrent aussi des soins parentaux, vont coller des petites grenouilles sur leur dos et s'en occuper jusqu'à maturité. On a cette espèce-là qui est extrêmement spectaculaire, qu'on trouve spécifiquement en Amazonie, beaucoup sur le plateau des Guyanes, qui, elle, va se reproduire dans une espèce de gesticulation consistant à faire un looping dans l'eau, pour revenir au point initial. Et une fois que les œufs sont pondus, la femelle va faire rentrer tous les œufs dans la peau du dos du mâle, comme une sorte d'abalone dans laquelle elle va ranger les œufs. Et ce sont des petits déjà formés qui vont sortir de la peau du mâle. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement singulier chez les grenouilles, de mémoire. Antoine pourrait confirmer, mais je crois que ça n'existe que chez ce groupe-là, les pipas. Nous avons aussi ça, l'incubation dans le sac vocal. Vous vous doutiez pas, hein ?
Et nous avons ces fameuses explosive breeding. Alors les explosive breeding, elles vont rassembler tout un tas d'espèces différentes, une quinzaine en fait, hein, qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Physiquement, on passe de petites grenouilles de litière qui font peut-être 1 ou 2 cm de long à des rainettes arboricoles qui vivent d'habitude en canopée à 50 mètres de haut, qui sont de cette taille. Donc si on replace ça à l'échelle humaine, on est déjà dans un monde absolument incroyable, dans les rapports que ces animaux peuvent avoir entre eux. Ce phénomène des explosive breeding est certainement à l'origine des pluies de crapauds, relatées dans la Bible notamment, et évidemment de tout un tas d'autres mythes qu'on trouve dans certaines cosmogonies amérindiennes ou animistes dans plusieurs endroits du monde. Voilà. Encore une image de ces explosifs. Donc là, on voit très bien au centre le Trachycoriaceus, cette espèce de grosse rainette qui vit en canopée d'habitude et qui développe un niveau sonore extrêmement conséquent. On voit que nombre d'autres espèces autour sont complètement éloignées et il y a une espèce de cercle de vide autour du Coriaceus. Il va de soi que ces rassemblements occasionnent des niveaux sonores absolument incroyables pour un environnement naturel. On parle d'une centaine de décibels. Donc moi, 100 décibels acoustiques, c'est ce que j'ai mesuré à peu près à 1 mètre de la mare pendant les explosions. Pour vous donner à peu près une idée, on est à peine à 2 fois moins fort que les limites légales d'une grosse salle de concert. Voilà. Et ces sons sont extrêmement concentrés dans le spectre et extrêmement aigus. Donc je vous ferai écouter des extraits tout à l'heure pour voir de quoi il retourne. Donc la problématique d'Antoine était de comprendre comment la synchronicité de ces rassemblements se déroulait, comment des animaux réussissent à créer une espèce d'horloge d'un coup et à tous se rejoindre sur les mêmes points tous les ans pour pouvoir se reproduire. Donc nous avons décidé d'aller faire du terrain. Et je reviens à cette idée de terrain qui est extrêmement importante pour moi, c'est que le terrain, il s'agit d'attendre. Et pour moi, en tant qu'artiste, compositeur de musique expérimentale, un terrain commence à être réussi quand je m'ennuie. Faire du terrain et commencer à s'ennuyer sur le terrain et commencer à s'ennuyer dans la forêt, c'est commencer à rentrer dans le temps justement du vivant, ce dont on parle aujourd'hui. Et commencer à réfléchir, écouter au rythme de ce qui se déroule autour de nous. Ça, pour moi, c'est une donnée absolument cruciale de ce travail du microphone sur le terrain. Alors, je ne me pose pas du tout en audio-naturaliste, c'est-à-dire que mon but n'est pas de décrire des environnements naturels, mais j'essaye, le cœur de ma pratique, c'est vraiment d'utiliser le micro presque comme un instrument de musique à la base. Comment les placements des microphones, comment le détournement de cet outil de communication qu'est le microphone, puis après le haut-parleur évidemment dans le cadre des diffusions, peut être détourné pour créer quelque chose d'autre, pour créer une sorte de transduction de mes rapports au terrain. Voilà donc, alors en haut on a une carte en fait de des hotspots de biodiversité sur les amphibiens à travers le monde. Hein. On voit que l'Amazonie est vraiment au cœur du problème. Ces projets, on les mène en Guyane, donc depuis 2016. En Guyane, pour un territoire qui fait environ un quart de la France métropolitaine, un peu plus, je crois qu'aujourd'hui on est à 135 espèces d'amphibiens. Voilà, donc ce sont des zones extrêmement denses. On travaille précisément sur la montagne de Caux, dont on voit le plan en dessous, qui est une petite chaîne, c'est pas vraiment des montagnes, hein, c'est plus des grosses collines de forêt primaire qui sont situées au nord-est de la Guyane, pas très loin de la frontière brésilienne. Donc nos terrains ont consisté, dans un premier temps, en 2016, sans crédit, juste en se débrouillant avec nos propres moyens. On est allé s'installer à proximité d'une mare, installer un carbet typiquement amazonien, ce que vous pouvez voir, cette bâche bleue dans laquelle on vit, au début de la supposée saison des pluies, et d'attendre
d'attendre encore une fois que l'explosion se provoque. Donc voilà, on a ici l'image d'une mare temporaire qui est complètement à sec, hein, on sort de la saison sèche. Un environnement sonore extrêmement discret, pour une forêt tropicale, j'entends, avec des espèces très très disséminées, donc globalement une forêt plutôt calme. Ça, c'est un sonogramme, une représentation physique du son. Je vais vous faire écouter. Si j'arrive à accéder à mes fichiers. Je ne les trouve pas. Bon. Ok, on verra ça tout à l'heure. Je vais sortir du... Tac. Voilà donc une typique phase de pré-explosion. Les animaux commencent à se grouper autour des mares, les sons sont relativement discrets, mais on commence à avoir quand même une certaine densité dans ce qui se passe dans l'environnement sonore. Vous entendez des whoops qui sont là, ce sont des grenouilles assez grosses, et ce sont des grenouilles justement qui sont responsables des nids d'écume dont je vous parlais tout à l'heure. La stratégie de ces animaux, en fait, c'est d'arriver avant le début de l'explosion, de pondre ces nids d'écume avec leurs têtards à l'intérieur, et elles attendent que l'explosion se fasse. Il va pleuvoir, les nids d'écume vont se mettre à flotter, c'est une espèce de latex très dense, vont se mettre à flotter sur l'eau. Et une fois que les autres grenouilles auront pondu, ces têtards-là, dans leur nid d'écume, seront déjà à maturité et évidemment sont carnivores et vont être au milieu du garde-manger. Donc ces explosive breeding, c'est aussi toute une histoire de coopération. C'est à la fois une histoire de protection. Les animaux se cachent dans la masse pour pouvoir se reproduire. Certains profitent de ces bacchanales pour pouvoir manger. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le phénomène va plutôt à l'encontre, en tout cas pour ce qui concerne le son, va plutôt à l'encontre de ce qu'on colle comme image de l'environnement naturel d'une forêt tropicale. Voici l'explosion en elle-même. Je n'ai malheureusement pas le bonheur de vous le faire écouter au 100 décibels réel, ce que j'ai l'habitude de faire en concert. Là, on est réellement dans le pic de l'explosion. C'est-à-dire qu'après ce groupement, ce rassemblement autour de la mare, on se rend compte que... alors il y a une équipe de muséum d'histoire naturelle qui bosse également sur ces questions, et qui s'est rendu compte que dans les 24 ou 48 heures de l'explosive breeding, il y avait un pic d'environ 4 ou 5 heures qui dépassait encore ces 100 décibels. Donc c'est une manière pour ces animaux de finalement saturer le spectre. Et ça, c'est quelque chose qui me... Hop. Je ne m'en sors pas.
Ok, on y est. Pardonnez-moi, je suis un peu fatigué. Je cherche. Voilà, on va revenir en été. Voilà, il y a une stratégie pour ces animaux qui est de littéralement saturer le spectre pour éloigner les prédateurs, bien évidemment. En tout cas, la stratégie a été interprétée comme ça par les biologistes qui travaillent sur ces phénomènes. Éloigner les prédateurs, ça veut dire nous éloigner, nous aussi, les humains. Une amie herpétologue m'a conté avoir vomi à cause du son d'une explosive. Sont extrêmement denses, localisés dans des fréquences très aiguës, comme vous avez pu l'entendre. Et ce qui, moi, me fascine là-dedans, c'est que ça va complètement à l'encontre de ce qu'on attend de cette forêt tropicale supposément harmonisée dans le spectre. La bioacoustique nous explique que, et à juste titre, que les forêts, enfin les environnements naturels de manière générale, mais les forêts tropicales, de par leur plus grande densité d'espèces, chaque groupe d'animaux a été obligé, à l'intérieur d'un même groupe, de développer des phonèmes, c'est-à-dire des formes de sons différentes, pour pouvoir se reconnaître en forêt. En gros, on se partage le spectre et on étage au maximum les choses pour retrouver son partenaire. C'est très clair chez les amphibiens, chez les oiseaux. C'est un peu plus compliqué chez les insectes, qui sont souvent concentrés dans une bande extrêmement aiguë. Mais c'est certainement vrai également. Voilà. Ce chaos produit par les grenouilles, parce qu'il s'agit vraiment de ça, va à l'encontre de cette idée d'une nature calme et supposément parfaitement organisée. Il s'agit réellement d'une prise de pouvoir sur l'autour, prise de pouvoir qui revient à la normale après ces 24 ou 48 heures. Pour décrire un petit peu ce qui se passe dans le phénomène des explosives, c'est que quand on travaille sur les mares elles-mêmes en cœur d'explosion, on est littéralement couvert de grenouilles. Voilà. On en a sur la tête, dans le sac de son, absolument partout. On estime à peu près que sur les plus grosses mares où on travaille, on arrive à peu près à 1 million d'individus. Voilà. Donc c'est une très très grande densité, de population. Donc là, on voit d'autres graphes et ensuite la représentation du sonagramme au moment de l'explosion, où on voit que la bande de fréquence est extrêmement resserrée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que récemment, une équipe de Muséum d'histoire naturelle de Paris, menée par Jérôme Sueur, a fait tout un tas de mesures extrêmement intéressantes et se pose la question de savoir si ces animaux n'auraient pas modifié leur phonème au fil de l'évolution pour pouvoir privilégier le chaos à leur propre voix. Je m'explique, c'est-à-dire que certaines espèces chantent visiblement trop grave par rapport à leur taille et d'autres sont trop aigus par rapport à leur taille. Voilà. Les animaux auraient donc privilégier ce mur de bruit au détriment de leur propre voix. Encore une fois, ces questions-là, moi, me ramènent à qu'est-ce que la pollution sonore ? Comment on envisage le bruit autour de nous ? Par quel prisme ontologique ? Allons-y, écoutons-nous. Et quel type de projection, encore une fois, on fait sur ces environnements naturels ? Là, c'est un exemple parmi d'autres, parce que j'ai eu l'occasion d'enregistrer d'autres formes de saturation de l'espace par des animaux, notamment en Colombie, des oiseaux qui s'appellent les guacharos des cavernes, qui opèrent des sortes de rituels, 2 ou 3 000 oiseaux, qui sont des oiseaux cavernicoles d'habitude et qui ont, à force de vivre dans le noir, développé les mêmes propriétés que les chauves-souris, c'est-à-dire de développer de l'écolocation. Ils ne se repèrent plus que par des clics qu'ils envoient dans l'environnement. Et ils vont capter le retour de ces clics par la surface de leurs plumes, ce qui leur permet de se déplacer. On sait que les chauves-souris se déplacent comme ça. Vous pouvez, une chauve-souris dans le noir ne se cogne presque jamais, puisqu'elle envoie des ondes et analyse le rebond de ces ondes dans leur environnement. Et ces guacharos des cavernes que j'ai eu l'occasion d'enregistrer saturent littéralement les entrées de grottes. Donc c'est des parties de grottes qui sont ouvertes sur la forêt. Au moment où la nuit tombe,
partent cueillir des fruits de palmier, qui sont les seuls à pouvoir cueillir d'ailleurs, parce qu'ils sont les seuls avec le bec qui leur permet avec un bec qui permet d'ouvrir ces fruits, avant de s'échapper en forêt pour aller manger, vont opérer des rituels en tournoyant dans les entrées de grottes. Donc on se retrouve au cœur de 3, peut-être 4 000 oiseaux qui ne produisent plus que des clics, donc un environnement extrêmement saturé. Récemment, une équipe de biologistes américains est tombée a réalisé des enregistrements sous-marins dans le golfe du Mexique, je crois. Ils étaient en train de travailler sur tout à fait autre chose et ils se sont retrouvés avec un niveau acoustique absolument délirant sous l'eau. Et ils se sont rendus compte que ce niveau acoustique était produit par des acoupas du Golfe, qui sont un poisson largement consommé en Amérique du Sud, probablement pour saturer les prédateurs, de la même manière. On produit le maximum de bruit pour se protéger du reste. Les prédateurs étant probablement des grands cétacés. Voilà. Donc on voit là, on passe des documents d'Antoine encore, on passe de 7 espèces à une douzaine d'espèces environ pour des millions d'individus au moment du pic de l'explosion. Voilà, et là on voit un petit cortège des animaux qui viennent se nourrir. Encore une fois, jamais de mammifères. Des petits caïmans, des araignées, des arthropodes. Point commun de tous ces animaux-là, une autre manière de percevoir le son. On peut tout à fait imaginer que ces animaux ont des systèmes de protection qui leur permettent de supporter le niveau délirant des explosive breeding et les fréquences extrêmement aiguës afin de venir se nourrir. Donc chacun vient un petit peu piquer son casse-croûte comme il peut, mais ça arrive peut-être. Nous, on n'a jamais vu de mammifères, on n'a jamais vu d'oiseaux venir se servir dans ces rassemblements-là. Un détail qui n'en est pas un, puisqu'encore une fois, ça suppose, enfin, c'est pas que ça suppose, c'est qu'on le sait, c'est que la question vibratoire et la transmission des vibrations de l'air, la transmission du son dans les troncs, dans le sol, est extrêmement utilisée à peu près à tous les étages du vivant. Et nous également, les vibrations ont un effet extrêmement important sur nous. On se sert énormément des vibrations pour se diriger, pour sentir et pour vivre, tout simplement. Voilà ce qui se passe après l'explosion, un cortège de têtards, dont on s'est d'ailleurs rendu compte que déjà certains au stade larvaire émettaient des sons. Donc ça, ce sera sans doute l'occasion de s'amuser encore un peu à aller travailler sur ce phénomène des explosives. Alors, quand on a eu la chance de vivre cette première explosive, l'idée qu'on a établie avec Antoine était de diffuser du son dans des haut-parleurs en forêt, après la reproduction, pour pouvoir voir quel type de stimulus acoustique attirait quelle espèce, tout simplement. Donc on a commencé en 2016, encore une fois, avec nos propres moyens, à poser un haut-parleur en forêt, avec un son réel d'explosive, un enregistrement d'archives qu'on avait. On s'est rendu compte qu'il y avait tout un cortège d'espèces qui venaient. On a arrêté la diffusion, pour ne pas perturber les pontes. On commençait par ça. Et on a décidé de mettre en place à plus grande échelle, 2 ans après, avec l'aide du Centre d'études bioacoustiques amazonien, qui nous a aidés sur ce projet. On a fait un terrain à plus grande échelle avec une dizaine de bénévoles, où on est allé occuper 3 mares à explosives, sachant que ces mares situées sur la montagne de Caux, on a les coordonnées GPS. On sait qu'il y en a plein d'autres, mais on n'y va pas. Voilà. Ces mares sont étudiées, pratiquées par les chercheurs. On ne donne pas les coordonnées GPS des mares. On va travailler dessus, on fait très attention à ce qu'on fait, bien évidemment. Et même si on se doute qu'il y en a plein ailleurs en forêt, certainement des plus grandes, certainement des encore plus spectaculaires, on n'y va tout simplement pas. Voilà. On choisit tout simplement de ne pas y aller. Donc on a mis en place des stations de diffusion sur 3 mares différents, avec différents types de stimulus acoustiques dans les haut-parleurs. Des sons isolés d'espèces, mais aussi du bruit électronique standardisé, ce qu'on appelle les bruits roses, chose que tous les techniciens du son connaissent bien. Partant du principe que c'était peut-être tout simplement du bruit qu'il leur fallait, en fait. Voilà.
C'est le seul truc qui n'a pas du tout marché. Voilà. Le bruit rose, ce bruit standardisé électroniquement, n'a pas eu le moindre succès. Par contre, on s'est rendu compte que effectivement, certaines espèces attiraient, certains stimulus, certains champs d'espèces attiraient d'autres espèces, en fait. Il y avait une relation interspécifique, ce qui était tout à fait intéressant dans le son des amphibiens, ce qui est absolument pas prouvé. Est-ce que certaines grenouilles réagissent au son d'autres espèces? Voilà. Ça, on ne connaît pas très bien ça. Et là, pour le coup, ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se passe. Donc pendant 10 nuits, on a fait des diffusions, 1 heure de diffusion, puis de mémoire 2 heures de pause ou 3 heures de pause. Et au terme de chaque heure de diffusion, sur chaque poste de diffusion, sur chaque mare, des personnes allaient compter le nombre et le type d'espèces qui joignaient le haut-parleur, tel ou tel haut-parleur. Bon, voilà, ça c'est un détail des types de signaux envoyés et des espèces correspondantes à ces signaux qu'on a utilisés. Et voici ensuite, donc ça c'est là je me suis retiré de l'histoire, c'est typiquement le travail du chercheur, du biologiste, c'est de finir par engranger ces données pour faire des beaux graphiques. Et on arrivait à la conclusion que visiblement c'était ces fameuses grosses rainettes arboricoles qui vivaient à 50 mètres de haut d'habitude et qui déclenchaient le début de l'explosion. Donc il faut comprendre que ce sont vraiment des animaux qu'on ne voit absolument jamais. Hein. On ne voit absolument jamais. À moins de grimper à 50 mètres en canopée, et encore, c'est vraiment pas évident de les voir le reste de l'année. Mais là, ils descendent en fait. Hein. Début de saison des pluies, ils se rapprochent des mares, et à partir du moment où eux vont commencer à chanter, les autres espèces rejoignent la fête. Ce qui est assez cohérent avec la physiologie de l'animal en lui-même, c'est-à-dire que c'est une grenouille qui est assez grosse, donc capable de provoquer des sons plus graves, puisqu'elle a le corps pour produire des ondes sonores plus graves que les autres, donc qui portent plus loin, puisque physiquement, plus les ondes sont longues, plus elles portent loin. Voilà. Contrairement à toutes ces petites grenouilles de litière, qui elles sont minuscules et vont produire des sons très très aigus. Hein. C'est ce qui donne la dominante extrêmement aiguë dans les enregistrements qu'on a entendus. Voilà encore une image d'une des explosive breeding sur laquelle on a travaillé. Et après, je ne sais plus où on est. Voilà, je montrerai quelques détails des animaux ensuite, en fin de présentation. Comme je disais au début de la présentation, on a décidé de joindre les forces. Et joindre les forces, ça voulait vraiment pour nous poser sur ce phénomène naturel, je mets des guillemets naturel, 2 approches totalement différentes, mais qui arrivent toujours à dialoguer. Et c'est ça qui est absolument passionnant dans l'histoire. C'est l'approche absolument naturaliste, au sens anthropologique du terme, du chercheur, qui lui va aborder ces animaux à travers la phylogénie, à travers les taxons, à travers des noms, des identifications d'espèces, et par extension des protocoles, qui sont les protocoles du biologiste sur le terrain, et de mélanger ça à mon approche de musicien à moi, qui suis notamment extrêmement intéressé par les questions animiques, depuis le début, depuis que j'ai commencé à enregistrer. C'est-à-dire, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, je prétends, je pense réellement, qu'il y a quelque chose dans l'écoute du bruit de profondément animique, dans la mesure où écouter un bruit, qu'il soit le bruit d'un animal ou le bruit d'un dispositif quelconque, et j'emploie volontairement le terme de bruit, c'est s'attacher à quelque chose s'attacher au désuet, s'attacher à des choses que l'on considère plutôt négativement dans nos mondes à nous, les modernes, et sur lequel on ne s'arrête pas. On est entouré de bruit, on vit avec les bruits, et je pense que rentrer dans le bruit a un caractère profondément animique. On retrouve aux 4 coins du monde, dans les populations animistes ou totémistes d'ailleurs, nombre de rituels où le bruit est utilisé, nombre de moments où l'environnement sonore a un sens, donne des codes
pour les actions, pour la vie de tous les jours. Ça, c'est notamment ce qui m'a beaucoup intéressé en 2019, en allant au nord-est de Bornéo pour discuter de ça avec des populations, des groupes autochtones Dayak et Punan, et de leur poser la question, mais voilà, le son, comment vous écoutez, comment vous percevez ça, quelle est la manière dont vous utilisez le son. Et là, il y a tout un tas de choses absolument passionnantes qu'on popé, c'est-à-dire que les chasseurs Punan, par exemple, ont une conscience extrêmement précise de la stéréophonie. La stéréophonie est pourtant quelque chose, une notion qu'on est censé avoir inventée il y a quelques dizaines d'années, mais eux se servent de l'écoute droite-gauche à tous les instants en forêt. Et cette écoute droite-gauche, à certains endroits, va même définir si la chasse va être bonne ou non. En l'occurrence, ils suivent un oiseau, s'ils l'entendent à droite, on continue d'avancer en forêt, si on l'entend à gauche, on recule, la chasse ne sera pas bonne. Et l'écoute, finalement, est utilisée à tous les étages, en fait, de ces vies animiques. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Dans le cas des explosive breedings, et dans tous mes rapports aux environnements, quels qu'ils soient, j'allais dire les environnements naturels, mais finalement, je ne crois pas que j'écoute de manière très différente une ville ou un terrain un peu plus proche de nous. Je me pose toujours la question de la manière de... Qu'est-ce qu'on projette sur ces choses-là? Comment on perçoit l'écoute? Pour les animaux, il y a quelque chose de très problématique là-dedans. Qu'est-ce qu'on comprend de ces langages-là? Qu'est-ce qu'on projette dessus? On fait de l'éthologie, compréhension des comportements d'animaux. On arrive à commencer à comprendre des choses dans l'ornithologie ou avec les mammifères, par exemple. Et c'est vrai que sur des grenouilles, c'est beaucoup plus compliqué. Et sur ce genre de rassemblement, ça l'est encore plus. Donc moi, j'ai tenu cette posture-là et j'ai réalisé différents enregistrements, en fait, en suivant la chronologie du phénomène, de la pré-explosion à la post-explosion. Sachant que cette post-explosion, je ne l'ai plus enregistrée dans l'air, en fait, je l'ai enregistrée dans l'eau, ou ce qui reste des mares, c'est-à-dire que ce n'est plus que des mares de gélatine, en fait, ce sont des mares remplies de pontes. Et pour chacun de mes enregistrements, j'ai utilisé les données d'Antoine, mon collègue chercheur, qui lui, évidemment, au quotidien, sur ces terrains, utilise le son, et qui a une écoute extrêmement fine de la forêt, comme tous les biologistes qui travaillent sur ces environnements-là, et par extension toutes les populations qui travaillent qui vivent dans ce type d'environnement. Antoine utilise pour reconnaître, quand on cherche une grenouille de quelques centimètres dans une forêt tropicale qui fait 50 mètres de haut, et bien finalement on utilise le son, parce qu'on n'a pas beaucoup de chance de la trouver autrement. Donc ils ont une connaissance très fine des différents phonèmes des 135 espèces qui existent en Guyane. Et pour chaque animal, une carte d'identité avec des données sonores, et notamment des données fréquentielles, les fréquences fondamentales de chaque animal. Voilà, les fréquences les plus importantes du phonème. J'ai donc récupéré tous ces tableaux de données fréquentielles, de données fondamentales, pour réaliser ce que j'ai appelé une interprétation, en fait, du phénomène. Pour chacun de mes enregistrements, donc par la suite en studio, dans ces 25% de studios de laboratoires qui ont terminé le projet, je me suis amusé à recomposer avec des ondes électroniques ce que j'entendais dans les enregistrements, mais de manière extrêmement symbolique, jusqu'à où je pouvais aller avec ça, à part simplement jouer ces données fondamentales et essayer de reproduire quelques formes. Donc j'ai réalisé plusieurs interprétations électroniques de chaque enregistrement, et les pièces résultantes de ce travail sont un frottement entre les enregistrements, les phonographies, les enregistrements du réel, entre guillemets, de l'explosive, et les interprétations électroniques qui sont mixées ensemble, jouées seules ou mixées ensemble. Encore une fois, ce qui m'intéressait là, c'était de matérialiser ces deux approches ontologiques par lesquelles on peut percevoir ce phénomène. L'interprétation laborantine extrêmement rationnelle, basée sur des données physiques liées à ces animaux, et puis des enregistrements de ce rituel extrêmement intime, parce que vous imaginez bien que quand on rentre dans ce genre
quand on a la chance d'assister à ce genre de phénomène, c'est-à-dire une mare complètement fermée en cœur de forêt primaire et qu'on se retrouve avec des millions de grenouilles qui sont en train de balancer un spectre d'une centaine de décibels, on a réellement le sentiment de participer à quelque chose d'extrêmement rituel, extrêmement intime. Donc ça, c'est des questions qui m'intéressent vivement. Qu'est-ce qu'on projette sur l'écoute du vivant, quitte à déconstruire pas mal de choses sur ce qu'on nous dit là-dessus, sur ce qu'on nous amène, cette question notamment du paysage sonore qui est très prégnant dans l'écoute, qui est une vision extrêmement naturaliste de l'écologie sonore états-unienne, donc qui a maintenant quelques années, dans laquelle il s'est passé plein de choses passionnantes, mais qui, à mon avis, un peu aujourd'hui... Ah ouais, pardon. Ok. Eh ben, j'étais presque à la fin. De cette écologie sonore qui a, à mon avis, trop tendance à envisager les environnements naturels sous l'unique prisme du naturalisme moderne. C'est-à-dire, encore une fois, sous le prisme de cette espèce de grand jardin d'Éden, soi-disant parfaitement harmonisé, qui serait différent de nous, voilà, qui serait loin de nous. L'anthropologie, pour moi, à cet endroit-là, joue des choses extrêmement intéressantes. Hein. Le tournant ontologique et la fin de la dualité nature-culture, là, on est au cœur de ces problématiques-là, dans l'écoute. Voilà, je vais garder le temps qui reste à des questions, si ça vous intéresse. À savoir que l'entièreté des pièces résultantes de ce travail-là sont écoutables sur le net, donc ce sera même mieux que de vous passer des extraits ici, si ça vous intéresse, allez les écouter dans la longueur. L'écoute prend du temps et nécessite un engagement important. Voilà. Merci Thomas. Alors, des questions ? On s'en occupe, c'est bon. Alors, par rapport à la posture d'écoute dont tu parles, qui est assez nécessaire pour ce type d'appréhension du vivant phonique, tu parles aussi de déplacement des communautés indiennes qui sont là-bas. Et je me demandais, est-ce qu'il y avait aussi... on n'est plus dans un rapport ascétique, parce qu'on est dans un rapport de déplacement. Mais enfin, j'avais l'impression, dans ce que tu disais, c'est que cet ascétisme ou cet animisme dans le déplacement existait encore. Alors que là, dans le fil de recording, c'est plutôt des postures d'attention qui sont liées à des temps fixes et qui sont extrêmement étendues dans le temps. Donc, est-ce que le déplacement induit Alors, le sentiment le déplacement dans le field recording, il est inhérent à la pratique. On est constamment en train de se déplacer, on est constamment aussi en train de s'arrêter pour focaliser sur des phénomènes. La manière d'appréhender le terrain pour des chasseurs Punan, alors les Punan dont je parlais, c'est à Bornéo, hein, c'est pas du tout en Guyane, mais on est dans des rapports animiques à des forêts primaires, donc on peut tisser des liens, même s'ils sont hasardeux, mais voilà. Les rapports de déplacement et d'attente, ils sont les mêmes dans la vie animique. Exactement les mêmes. Hein. C'est arpenter la forêt, énormément s'y déplacer, l'écouter en bougeant, prendre en compte les mouvements de notre propre corps et la manière dont on s'efface ou non, sachant qu'on ne s'efface jamais dans ce type d'environnement. Et c'est assez fabuleux, encore une fois, ce rapport au terrain. C'est-à-dire que les premiers pas dans une forêt de ce type, on ne voit rien, on ne voit aucun animal, mais on sait que tout le monde est là et tout le monde est en train de nous observer. Et on est partie intégrante d'un espèce de process sur lesquels on n'a pas de prise. Voilà. Moi, je suis fasciné par cette idée de me retrouver dans des endroits où je n'ai pas de prise. Voilà. Ça répond à ta question ? Oui, oui. Ouais, ok, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Là, devant. Là, j'ai l'impression que vous ne nous en avez pas dit assez, parce que je me demande quelle est la part de création artistique que vous pouvez faire. Autrement dit, quelle est la relation entre... si je reprends le fil conducteur de toute l'après-midi, la relation de l'art, quand l'art emprunte au naturel, ouais, avec son public, avec... et la relation, enfin pour vous c'est différent, mais à partir d'autres interventions, l'emprunt
de l'art au scientifique, est-ce que ça peut être réversible, c'est-à-dire est-ce que l'artiste peut apporter quelque chose à la science? Alors, pour commencer, oui. Pour commencer, oui, je vous en ai pas du tout dit assez. Surtout, je vous en ai pas fait écouter assez, parce qu'en fait, il s'agit d'écoute et je vous ai presque rien fait écouter. Donc, le rapport à l'art et le rapport à la création, pour moi, en tant que preneur de son, ce que je disais, c'est qu'il commence directement sur le terrain, avec la manière d'utiliser les micros. Un petit peu comme on utiliserait un appareil photo. Dans notre culture de l'art, aujourd'hui, on a totalement intégré qu'une photo floue pouvait être une œuvre d'art, qu'une photo de paysage pouvait être une œuvre d'art. Dans le son, c'est encore beaucoup plus compliqué. Voilà. Je pense qu'il y a énormément de médiation à faire sur ces questions-là, même si avec un micro, on n'a pas toute la latitude de travail qu'on a avec un appareil photo, à commencer par le fait qu'on ne fait pas le point avec un microphone, qu'on n'évacue pas le contexte avec un microphone et qu'on ne cadre pas les choses avec un microphone. Le rapport au terrain et le rapport de création, pour moi, il y a pas mal de fils à tirer avec la photographie. La finalité de tout ça, c'est que ces sons-là et ces interprétations électroniques, parmi plein d'autres projets, je les joue en concert. Voilà. Je propose des situations d'écoute aux gens, souvent dans le noir, souvent avec plusieurs haut-parleurs autour de moi, où je me mets au sol avec les gens. Je tiens à ce que le public soit par terre, justement, pour percevoir tous ces rapports de vibration et ces questions-là. Donc je vous en ai vraiment pas dit assez, hein. Je souligne voilà, tout ça. Le rapport à la création, voilà. Et là, en fait, c'est un rapport d'artiste sonore et de compositeur de musique. Voilà. C'est ça, avec une autre démarche, mais c'est ça. En ce qui concerne l'impact de mes propositions sur le champ scientifique, quand j'ai commencé à aller travailler dans ces champs scientifiques, pour moi, à mon avis, il me semblait ridicule. Et finalement, je me suis rendu compte que les chercheurs étaient extrêmement preneurs de protocoles un peu tordus qui pouvaient être amenés par des artistes, comme on l'a vu toute la journée, hein, dans des propositions beaucoup plus ciblées sur le laboratoire et les arts numériques que les miennes. Mais ce dispositif de repasse et ces expériences qu'on a fait, par exemple, ne se seraient pas fait sans moi par le laboratoire. Ça, c'est des choses qu'on a inventées ensemble. Et après, il y a des coups de chance, c'est-à-dire que oui, ça m'est arrivé d'enregistrer des espèces de grenouilles, notamment en Guyane, dont on n'avait pas le son. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le rapport premier à ma pratique, c'est de pouvoir donner un enregistrement à un chercheur. C'est arrivé 1 ou 2 fois. Voilà. Sachant qu'ils utilisent tous un peu la prise de son, mais plus comme des blocs-notes que des... Alors, moi, j'ai pu assister à l'une de vos performances il y a quelques jours au MACFAL. Et c'est vrai que c'est physiquement assez fort et assez inconfortable, il faut bien le dire. Et ça m'intéresserait de savoir pourquoi c'est important pour vous, justement, de ramener cette expérience et l'expérimentation de cet inconfort ici, chez nous. Et je sais que quand on a parlé il y a une dizaine de jours, vous m'avez dit à quel point pour vous c'était aussi politique de faire ce travail et en quoi pour vous c'est politique de ramener ça ici. En fait, c'est politique dans la mesure où, par la forme même des pièces que je livre et par le discours que j'y accole, en fait, ces formes et ces discours plante à mon sens des interrogations et amène les gens à percevoir les choses d'une autre manière. Encore une fois, je propose pas forcément ce qu'on attend d'une forêt tropicale. Et pourtant, c'est une histoire d'expérience vécue sur le terrain. Expérience qui de toute façon ne peut être qu'extrêmement objective. Alors moi, extrêmement subjective, pardon. Donc je pousse à fond dans ce canal-là pour travailler avec les sons, travailler avec le bruit. Effectivement, ça arrive dans une tradition, je mets des guillemets à ça, mais de la musique expérimentale et des questionnements sur le bruit. On peut revenir à tout un tas de pionniers, on peut parler de Cage et de Schaeffer et des écoles japonaises que j'aime beaucoup et tout un tas de choses comme ça. Mais encore une fois, c'est s'accorder à utiliser le son des environnements naturels d'une autre manière que ce qu'on perçoit. Et pour moi, peuvent s'opérer à ces endroits-là des glissements. Des glissements, des glissements ontologiques, des glissements dans la perception qu'on peut avoir de ces environnements-là. Voilà.
Et notamment peut-être, en effet, s'éloigner du naturalisme comme le suggèrent Anastasia Martin et Baptiste Morisot dans leurs propositions. Je suis tout à fait d'accord avec eux sur ces questions-là, bien évidemment. Bien évidemment, on est dans un truc très paradoxal. Je ne fuis pas du tout le naturaliste que je suis. C'est-à-dire que je suis né au cœur de l'Europe. Je n'ai pas à rendre de la viande aux jaguars. Je ne considère pas les plantes que je fais pousser comme mes enfants. Toutes ces questions-là, voilà, je ne suis pas un naturaliste. Mais à travers le biais de l'écoute et ces choses-là qui m'ont appelé très tôt, j'ai de fait été attiré vers ces notions d'animisme, ces ontologies animistes. Et je crois à, en fait, un espèce d'espace interstitiel entre les ontologies. Voilà. Ça m'intéresse beaucoup, ces espèces d'endroits où je peux adopter à la fois la posture du naturaliste qui part travailler ailleurs, et encore une fois, on parle de forêt tropicale, mais je m'intéresse bien évidemment à tout ce qui se passe autour de moi et à côté de chez moi. Envisager l'environnement sonore à la fois en termes de fréquences, de taxons et de choses comme ça, comme le ferait un scientifique, tout en plantant là-dedans une écoute extrêmement ritualisée, n'ayons pas peur du mot, et un rapport aux choses peut-être un peu différent que ce qui se passe dans l'audio-naturalisme, notamment. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Sinon, nous en resterons là. Non. Bon, je vais faire une petite conclusion très très courte, je vous promets. Alors, bon, déjà, je souhaiterais vous remercier toutes et tous d'avoir été ici et puis d'avoir tenu le coup jusqu'à cet horaire avec on va dire une programmation très dense et multiple. Cet après-midi nous a permis d'explorer différents aspects du concept d'hybridation. Il s'incarne dans des pratiques multiples, des biotechnologies aux pièces sonores, en passant par le design et l'architecture, et à des niveaux très variés, de la chair au numérique. C'est un concept de la rencontre, de la complexité, de l'inconfort aussi, et d'une certaine manière du lâcher-prise. Il interroge et il est politique, il aide à comprendre notre monde en proie à de rapides mutations. Un monde qu'il nous faut penser, même si cela peut donner le vertige. C'est ce que propose Ambivalence, et c'est le cheminement que nous poursuivrons au printemps à Caen. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.